Le bouffon de la foire a arrêté la bagarre d'un seul geste, a montré ses cicatrices de guerre et a sorti de sous ses clochettes l'insigne en fer du maréchal. La foule s'est tue, comme si le vent s'était calmé au niveau des drapeaux. Bonjour à tous ceux qui écoutent. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez-le dans les commentaires, je suis vraiment curieux. Bonne écoute. À la lisière de la ville, où se trouvaient le fossé et la palissade, une foire était organisée une fois par an. Dès le matin, les tambours résonnaient, une odeur de poisson frit et de galettes de pois se répandait, les marchandes se disputaient le prix du lin, et les hommes regardaient les étalons comme s'il s'agissait d'un miracle de la nature. Cette année-là, ils étaient nombreux à venir, les chevaliers de la garde du baron du château voisin, les moines avec leurs herbes, les enfants avec leurs sifflets artisanaux, le marchand étranger au nez pointu et à la bourse bien remplie, que l'on appelait Youssouf dans la ville. Il parlait doucement, toujours à propos, et ne marchanda pas avec acharnement, mais regardait simplement la marchandise, comme s'il voyait comment elle allait servir. Dans la foule marchaient la veuve Agatha, son fils Ilia et la petite Mila. Agatha portait sur l'épaule un foulard gris qu'elle ne quittait pas même par temps chaud, vieux mais propre. Un petit morceau de cuivre ressemblant à un éclat y était cousu. Ilia tirait sa mère vers l'étalage de couteaux et plus près de la scène où sautait le bouffon. Le bouffon semblait plus petit que les autres, mais il bougeait avec une telle précision que le bâton dans sa main dessinait des cercles sans hésitation. À côté de lui se trouvait son chapeau pour les pièces, et celui-ci n'était jamais vide, même s'il n'avait pas encore terminé son numéro. Il ne riait pas comme les autres bouffons, qui plaisantaient sans arrêt, mais travaillait comme un artisan. Il montrait son tour, s'inclinait, faisait une pause, examinait la scène du regard, comme s'il évaluait les distances. Derrière Ilia, deux hommes se disputaient. L'un portait une veste marron et sentait le vin. L'autre avait une épée courte à la hanche et faisait manifestement partie de la garde du baron. La dispute porta d'abord sur le prix du blé, puis sur l'honneur, et bientôt, celui qui portait l'épée saisit l'autre par le col. Agatha dit à son fils qu'il fallait s'éloigner, mais le bouffon s'était déjà avancé vers eux. Il repoussa le poignet du garde avec un bâton en bois, de sorte que la lame dévia et que celui qui avait bu du vin fut épargné. Le bouffon leva la main et, sans regarder la foule, ôta de ses épaules sa cape bigarrée. Sous les clochettes apparaissaient de larges épaules et des cicatrices blanches sur la clavicule et les côtes. Il sortit de sous le ruban un lourd insigne avec un lion sculpté et 4 entailles. Quelqu'un dans la foule dit avoir vu un tel insigne chez les commandants lorsque le roi rassemblait son armée. Le garde pâlit et dit qu'il ne savait pas qui il avait heurté. Le bouffon répondit brièvement, sans crier, et cela suffit. Les gardes à la porte remarquèrent le mouvement et se figèrent, tandis que les hurleurs, qui cherchaient déjà une excuse, se dispersèrent. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un tour de passe-passe. Mais ceux qui avaient vu la guerre ont reconnu au premier coup d'œil les vieilles blessures et la posture de marche. Il ne voulait pas la gloire, il voulait le silence. Il a couvert ses cicatrices avec sa cape et a continué son spectacle comme si tout cela faisait partie du numéro. Cependant, il surveillait ceux qui se tenaient au bord de la place. Le garçon maigre, en gris, qui avait fait 2 fois le tour de la scène, la femme avec un panier de vaisselle en argile qui cachait son regard, les gens du baron qui discutaient sans rire. Agatha acheta une cruche à cette femme au foulard. La marchande dit qu'elle était pressée et demanda à Agatha de prendre la cruche immédiatement, sans marchander, car son mari l'attendait sur le pont. Elle dit cela rapidement, sans la regarder. Agatha remarqua que les mains de la marchande tremblaient. À l'intérieur du pichet se trouvait un petit paquet roulé, attaché avec du fil blanc. Agatha pensa qu'il s'agissait peut-être d'un mot destiné au mari de la marchande et décida de le lui rendre,
mais la femme avait déjà disparu dans la foule. Mila demanda à voir ce qu'il y avait dedans. Agatha dit à sa fille que ce n'était pas un jouet. Elle cacha le paquet dans son foulard, et par ce geste simple et compréhensible, elle changea le cours de la journée. Youssouf se tenait près de sa tante et observait Ilia. Il remarqua que le jeune homme prenait le couteau dans ses mains et essayait de le manier non pas comme un chasseur, mais comme un artisan qui apprécie l'équilibre. Youssouf dit qu'il voyait en lui des mains habiles et un esprit qui aimait l'ordre. Ilia répondit qu'il avait besoin de peu, un peu de fer et 2 jours pour en faire ce dont il avait besoin. Youssouf ajouta que parfois, du simple fer pouvait naître un soutien pour toute une ville, si les mains ne recherchaient pas l'éclat, mais la précision. Il proposa à Ilia un travail pour la foire. Installer à la place de la tente un banc en bois pour les mesures, afin d'éviter les disputes sur les longueurs. Ilia acquiesça. À ce moment-là, le bouffon se tourna vers eux et regarda Ilia si intensément qu'il semblait essayer de reconnaître ses traits à travers les ombres. Son regard s'attarda sur le foulard gris d'Agatha et il tressaillit légèrement, comme quelqu'un à qui l'on rend soudainement une vieille douleur. Il restait peu de temps avant le coucher du soleil. Les portes de la ville fermaient tôt, car le baron avait récemment fait part de ses soupçons. Quelqu'un transportait des lettres secrètes et promettait aux gens un butin facile s'ils ouvraient la porte du moulin pendant la nuit. Le marché était bruyant, mais certains emportaient leurs marchandises et pressaient leurs enfants. Le bouffon se leva près de l'escalier, menant à la plateforme, et regarda le ciel. Il dit à son assistant qu'il se produirait une fois de plus avant que le sonneur Silan ne sonne le glas du soir. Silan vivait dans la guérite près de l'église. Il était boiteux, avait le bras tremblant, et les enfants imitaient sa démarche. Il faisait semblant de ne pas remarquer les moqueries, mais il connaissait tous les nœuds et les cordes de la cloche, car un jour, son bras avait glissé et la cloche avait sonné, non pas sur ordre, mais par malheur. Depuis, il ne se trompait plus jamais. Agatha, cachée derrière un étal de harangues, ouvrit le paquet. Il y avait une courte note sur le parchemin. Son sens était clair. À l'heure où la cloche du soir sonnerait pour la 2e fois, des gens portant des rubans blancs entreraient par le pont du moulin et feraient leur part. Il fallait éteindre les torches près du mur nord, détourner l'attention sur la piste de danse et incendier la grange. En bas, il y avait un signe, une renarde élancée, tendue comme un athlète faisant des étirements. Sous le signe, il y avait une brève note concernant une femme au foulard gris, à qui on remettrait le 2e paquet. Agatha comprit qu'elle avait fait le geste le plus important de la journée. Elle avait apporté dans la maison quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle se souvint de sa jeunesse. À l'époque, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune fille, elle avait accompagné un garçon à la guerre. Il était pauvre, plaisantait peu, mais tenait son épée comme Ilia tient son couteau, sans fantaisie, uniquement pour l'essentiel. Il avait dit qu'il reviendrait. Puis des gens étaient venus annoncer qu'il avait été tué dans une embuscade près d'une pinède. Agatha avait épousé un maître tanneur, avait eu des enfants, avait enterré son mari, s'était retrouvée avec des dettes, mais avait conservé le foulard gris et le coin de cuivre que le garçon lui avait donné en guise d'adieu, en lui disant que c'était un morceau de la pointe cassée qui était resté dans son épaule après le premier combat. Elle portait ce coin dans l'ourlet de sa robe pour plaisanter, puis comme un signe qui lui rappelait que même ce qui est tranchant finit par s'émousser. Le bouffon se produisait à nouveau. Il lançait des bâtons en l'air et les rattrapait de manière à ce que leurs ombres indiquent d'excellentes voies de retraite si les choses tournèrent mal. Il plaça son assistant au bord de la plateforme et couvrit sa paume de clochette. Il vit ceux qui portèrent des rubans blancs au coude. Il vit un garçon allumer une ficelle dans le fumoir et l'éteindre aussitôt, comme pour vérifier. Il vit le regard tardif du garde qui avait déjà compris qu'il s'était trompé sur cet homme pendant la journée. Et il vit Agathe avec son foulard gris qui serra le paquet
et chercha du regard à qui le donner. Youssouf, debout dans l'ombre, se dit que l'odeur n'était pas la même. À la foire, ça sent la fumée, la viande, la graisse, la sueur, mais quand une odeur douce et sucrée, semblable à un mélange de pourriture et d'encens, apparaît près de la porte, cela signifie que quelqu'un cache sous son manteau un paquet de résine pour allumer instantanément des brindilles sèches. Il appela Ilia et lui donna 2 courcoings en fer, lui disant qu'il serait utile de travailler rapidement. Il ajouta que le registre des dettes du baron, dont il avait une copie dans son coffre, contenait trop de noms, et que si quelqu'un faisait du bruit, ces noms se précipiteraient dans l'obscurité au premier signal. Ilia demanda à l'étranger d'où venait cette copie du livre. Youssouf répondit que le baron lui avait vendu non seulement des lots de céréales, mais aussi ses papiers de dette, car il manquait d'argent. Youssouf ne l'avait pas fait par bonté. Il s'était dit que la dette était une corde, mais qu'on pouvait couper la corde si on plantait le couteau à temps. Il y réfléchissait calmement. Le bouffon quitta l'estrade et, comme s'il cherchait simplement de l'eau, se retrouva près d'Agatha. Il lui dit qu'il avait vu le paquet dans ses mains et lui demanda de ne pas le jeter et de ne le donner à personne avant qu'il ne le lui dise. Agatha lui demanda comment il le savait. Le bouffon répondit qu'il avait vu le signe au bas du parchemin. Puis son regard tomba sur le coin en cuivre au bord du foulard. Il souleva doucement le coin du tissu et le plaqua contre sa clé, qui pendait à un cordon. Le métal correspondait en termes de polissage et de rayures. Il remit le foulard en place et recula d'un pas. Il dit qu'il y a longtemps, dans une maison près de la rivière, il avait laissé un morceau de cuivre identique à une jeune fille qui n'aimait pas les adieux. Il raconta qu'ensuite, on l'avait emmené, placé sous la bannière, et qu'il était revenu des années plus tard, mais dans une forteresse où personne ne reconnaissait son visage, car les cicatrices et les grades changent davantage le visage que l'âge. Il ajouta qu'il avait perdu la trace de cette jeune fille. Agatha le regardait comme si elle évaluait le mensonge et la vérité à l'odeur. Elle dit que le garçon avait alors promis de revenir, puis on lui avait annoncé qu'il était mort. Le bouffon répondit qu'il était ce garçon, mais étranger à ses propres yeux. Il ajouta qu'il ne donnerait pas son nom à voix haute tant qu'il ne saurait pas qui était son ami ici. Il dit que ce qui se passe autour d'eux est un piège et que sa famille est prise au piège. Il demanda de cacher les enfants dans la boutique de Youssef et de garder le paquet. Agatha comprit qu'il ne s'agissait pas d'une scène de foire, mais d'une scène de leur vie passée, qui leur était parvenue avec des mots écorchés. Silan, qui avait fait semblant toute la journée de ne pas entendre les cris, tira sur la grosse corde de la cloche et vérifia les nœuds. Il se souvint qu'un jour, dans son enfance, son père lui avait appris à écouter l'air. Il entendit un bruissement sec et court près du mur nord, semblable au mouvement d'un faisceau de paille. Il comprit qu'on y préparait un feu. Ilia trouva dans la boutique de Youssouf des cordes, 2 poutres, 5 piquets en bois et une chaîne à long cordon servant à retirer les cales des planches. Il dit qu'il était possible de fermer le portail du moulin en enfonçant un coin à l'extérieur et d'arrêter ceux qui traverseraient le pont. Youssouf lui demanda comment il savait tout cela. Ilia répondit qu'il n'aimait tout simplement pas que la porte claque sans qu'il le veuille et qu'il cherchait toujours un moyen de l'empêcher. Youssouf pensa que le garçon avait l'âme d'un artisan et d'un homme capable d'anticiper. Il lui donna un couteau et lui dit que s'il devait couper quelque chose, il fallait couper la corde et non l'épaule, car la corde tenait mieux. Il ajouta que s'il était question de dette, il était prêt à dire devant tout le monde qu'une partie des noms inscrits dans le livre des dettes était non vide, car le baron avait noté 2 fois la même quantité de céréales pour différents apprentis. Pendant ce temps, le bouffon avait arrêté 2 femmes du service du baron près de la Seine. Elles portaient des rubans blancs cachés sous leurs manches. Il leur dit qu'il voyait leurs mains et savait que le blanc n'était pas la couleur de la fête. Il leur demanda de partir avant qu'il ne soit trop tard. L'une des femmes a souri, l'autre s'est détournée. Il a reculé, sans discuter. Il est monté sur l'estrade
et a présenté son dernier numéro. Il a fait passer une pièce entre ses doigts, de manière à la faire disparaître. La pièce tomba au bord de la Seine, où se tenait déjà une jeune fille de l'écurie, Anna, calme, effacée, que l'on chassait parce que, selon les aînés, elle passait son temps à regarder les sabots des chevaux, au lieu de pétrir le fumier. Anna tournait entre ses mains un licou tressé et observait la foule. Le bouffon lui fit un signe de tête. Il avait remarqué la semaine précédente, alors que la troupe s'entraînait près de la route, qu'Anna avait repéré une erreur dans leur formation et avait corrigé les étalons afin qu'ils ne se bousculent pas à l'abreuvoir. Il s'était alors dit que la jeune fille voyait mieux les mouvements que beaucoup de ses aînés. Le premier coup de cloche du soir retentit sur la place. La foule se dirigea vers la porte. L'odeur de la résine devint perceptible. Près du mur nord, une légère fumée envahit l'air pendant un instant. Les hommes du baron n'avaient pas encore donné l'ordre, mais ceux qui étaient venus avec des rubans blancs s'étaient déjà mis en mouvement le long du moulin. Agatha serra le paquet contre sa poitrine. Ilia, muni de piquets et d'une corde, se frayait un chemin vers la porte du moulin. Youssouf marchait à ses côtés, portant sur son épaule un sac rempli de moules en argile vide dans lesquels tintaient des morceaux de fer. Il dit à Ilia que s'il voyait le pire, il lui ferait signe, jetterait le sac et ferait du bruit. Anna conduisit les 3 mérinos vers une petite rue où la circulation ralentissait toujours à cause des tonneaux. Elle se dit que si elle plaçait les chevaux en travers, tous ceux qui couraient avec la foule se retrouveraient coincés dans le goulot d'étranglement. Le deuxième coup de cloche devait donner le signal aux gens près du moulin. Mais Silon ne frappa pas. Il retint sa main. Il entendit quelqu'un gratter du silex et jurer près de la grange. Il décida de ne pas sonner comme le lui avaient demandé les inconnus, mais comme le lui dictait son devoir de citoyen. Il donna 3 coups rapides à la suite, comme on le faisait uniquement en cas d'alerte. La foule se figea. Ceux qui préparèrent le feu sursautèrent et se montrèrent. Les hommes du baron regardèrent leurs manches. Le bouffon leva le signe du maréchal au-dessus de sa tête, sans le cacher davantage. Il dit qu'il n'avait pas ordonné de frapper, mais simplement de rester debout et de regarder. Il désigna le mur nord. On y voyait un mouvement qui ne pouvait s'expliquer par le hasard. Près de la porte du moulin, Ilia enfonça des coins de fer dans la jointure des battants. Il glissa une main entre les planches et tira de manière à ce que la traverse extérieure s'enfonce davantage. Ceux qui devaient entrer s'arc-boutèrent contre la porte. L'un d'eux cria que la corde ne se détachait pas. Un autre recula et trébucha sur un tonneau. Anna, pendant ce temps, avait amené les mérinos et occupait la ruelle de telle sorte que ceux qui couraient se heurtèrent aux céréales et s'immobilisèrent. Elle dit qu'elle tenait son cheval de la même manière lorsqu'elle avait mal à la jambe, calmement, sans à-coups. Ceux qui considéraient Anna comme une personne insignifiante virent comment une simple jeune fille avait arrêté un flux fragile de personnes. L'un des plus forts de la milice a essayé de la repousser, mais le cheval, dressé par elle, n'a pas bougé d'une oreille. Le milicien a reculé, car il ne voulait pas recevoir un coup de sabot dans le genou. Le bouffon s'approcha d'Agathe et lui demanda le parchemin. Il l'ouvrit sur l'estrade et montra le signe du renard. Il dit que ce signe avait été vu dans les lettres provenant du château du baron, lorsque le scribe royal avait vérifié les sceaux 1 an auparavant. Il ajouta que les soupçons coïncidaient avec les dettes que le baron avait distribuées aux gens comme un filet et qu'il tirait maintenant sur le nœud. Youssouf sortit une copie du livre des dettes de son sac et la brandit au-dessus des têtes. Il a déclaré avoir acheté ces documents au baron 3 semaines auparavant pour une somme considérable. Il a annoncé que les dettes de ceux qui avaient mis des rubans blancs aujourd'hui étaient effacées, car une corde ne peut servir à la fois de nœud coulant et de laisse, et que le baron avait vendu le droit à la corde avec le cahier. Il a dit qu'il ne faisait pas cela par charité, mais pour maintenir l'ordre,
car la ville qui brûlerait demain cesserait d'acheter son fer. Les gens se sont regardés. Ceux qui étaient devenus pour se livrer à des activités illégales ont baissé les bras. Il n'en a pas fait des ennemis, mais des témoins. À ce moment-là, le baron lui-même apparut à la porte. Il était vêtu d'un manteau, avec un blason sur la poitrine, accompagné d'une escorte, mais sans apparat excessif. Il dit à ses hommes que le bouffon avait visiblement exagéré. Il ajouta que le signe du maréchal ne lui donnait pas le droit d'intervenir dans les affaires de son domaine. Le bouffon répondit qu'il n'intervenait pas dans le partage du grain, mais dans la tentative d'incendier les terres du roi. Il mentionna que le signe de la renarde correspondait au sceau apposé sur la lettre trouvée chez Agatha dans la cruche achetée. Le baron a déclaré qu'il ne reconnaissait pas les papiers remis par la mendiante. Agatha a levé la tête. Elle a déclaré avoir reçu autrefois un coin d'un homme qui avait promis de revenir. Elle a déclaré l'avoir reconnu, car le coin correspondait. Le bouffon a sorti sa clé et, sans faire de bruit, l'a appliquée sur le coin en cuivre près de son foulard. Plusieurs vieillards ont vu la correspondance. Ils ont dit que le fer ne mentait pas, car chaque coin avait sa propre empreinte. Le bouffon dit que son nom n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était qu'il était responsable de l'ordre dans le royaume et que l'habitude d'écouter la foire était plus utile que l'habitude de chuchoter dans le château. Il se tourna vers Ilia et lui demanda si c'étaient ses mains qui bloquèrent la porte. Ilia acquiesça. Le bouffon a dit qu'une main qui tient un chat pour le soutenir et qui ne coupe pas l'épaule d'un homme mérite le respect. Il lui a demandé de rester à ses côtés. Le baron a ordonné à ses hommes d'arrêter Youssouf, car celui-ci brandissait son livre de dettes. Youssouf posa calmement le livre sur la table et dit que l'achat avait été effectué en présence de témoins, qu'il nomma par leur nom, issus de boutiques et d'auberges. Il rapporta que le baron lui-même avait apposé le signe de l'accord commercial à la fin du livre, 3 semaines auparavant, en présence du scribe, qui était actuellement en route pour la cour royale. Certains membres de la foule confirmèrent ces dires. Silan sonna lentement et sourdement la cloche. Il dit que c'était le signe d'une réunion et non d'une alerte. Les gens s'assirent sur les bancs et le bruit cessa. Le bouffon raconta sans interruption qu'il avait servi dans sa jeunesse comme écuyer auprès du comte qui avait péri sous le bosquet et que depuis lors, il vivait comme si chaque plaisanterie avait un devoir. Il déclara qu'il n'était pas un bouffon, mais le commandant en chef de l'armée royale, et qu'il était venu ici non pour s'amuser, mais pour vérifier les rumeurs. Il ajouta qu'il ne voulait pas de sang sur la place. Il montra un autre parchemin, une lettre royale lui donnant le droit de juger les affaires concernant l'incendie et la trahison. Le baron répondit qu'il voyait cette lettre pour la première fois. Il ordonna à ses hommes de reculer pour évaluer la force. Mais la force était sur la place, et non chez lui. Ilia, qui avait toujours pensé que son père était mort de maladie, entendit Agatha murmurer que celui que tout le monde voyait sur l'estrade était son sang. Il ne se mit pas à genoux. Il se contenta de se rapprocher de sa mère et de l'homme sur scène. Il comprit d'où lui venait cette habitude de tenir le fer comme s'il faisait partie de ses mains. Il n'appela pas le bouffon « père ». Il accepta simplement qu'il avait des racines qui étaient restées enfouies plus profondément qu'il ne le pensait. Anna, caressant le cheval, dit qu'elle pouvait conduire les mérinos à travers la foule afin d'entraîner avec elle ceux qu'il fallait. Le bouffon acquiesça. Elle fit sortir 3 chevaux et, sans dire un mot, fit un détour par le mur nord. Ceux qui portaient des rubans blancs suivirent les chevaux comme des enfants. Ils pensaient rentrer chez eux. Ils ne remarquèrent pas qu'ils se trouvaient dans un couloir entre les granges où on pouvait les compter et les arrêter. Anna s'arrêta et leva la main. Ilia jeta le chat sur la traverse supérieure, tira la poutre et la fixa. Le mouvement de la foule s'est arrêté sans heurts. Les gens ont compris qu'ils ne seraient pas massacrés, mais simplement comptés et enregistrés. Cela s'est avéré pire pour beaucoup,
mais plus juste pour tous. Le bouffon a déclaré que ceux qui étaient revenus aujourd'hui avec un ruban blanc pouvaient partir vivants s'ils nommaient celui qui leur avait donné le ruban. Plusieurs ont nommé l'homme au sceau du renard. Il s'agissait du nom du jeune frère du baron, qui s'occupait de l'achat et de la vente de bois et passait souvent la nuit au moulin. Le baron baissa les yeux, mais ne dit rien. Il comprit qu'une ombre était restée à ses côtés toute la nuit. À ce moment-là, il se produisit quelque chose dont tout le monde se souvint. À l'écart, près de la tente où l'on servait de l'hydromel, se tenait le garde qui avait arrêté l'homme au début de la journée. Il sortit son couteau. Il décida qu'il pouvait maintenant éliminer Youssef, car les livres de comptes sans propriétaire n'étaient que des feuilles vierges. Il fit un pas, mais Silan, qui tirait sans cesse sur une fine corde, la jeta sur la cloche et tira brusquement. Le son retentit dans ses oreilles. Le garde, assourdi, se figea et manqua son coup. Le bouffon profita de cet instant pour faire 2 pas et l'arrêter avec son coude. Il ne sortit pas son arme. Il se contenta de plaquer l'homme au sol. La foule poussa un soupir de soulagement. Les gens qui se moquaient du sonneur boiteux virent comment il avait sauvé le marchand qui, à son tour, les avait déjà sauvés d'un long emprisonnement. Ils se souvinrent comment un homme sous-estimé pouvait faire le geste juste au moment opportun. Youssouf a déclaré haut et fort, pour que tout le monde l'entende, qu'il remboursait la moitié des dettes immédiatement et déchirait les feuilles devant tout le monde, et qu'il laissait l'autre moitié pour 1 an sans intérêt, s'il n'y avait pas d'incendie criminel ni de violence avant la prochaine foire. Il a ajouté que ceux qui avaient accepté les rubans blancs étaient tenus d'aider à reconstruire le mur nord, sinon il n'y aurait pas de remise de dette. Ce n'était pas un cadeau, mais un accord. Les gens comprirent et acquiescèrent. La justice n'était pas un cadeau, mais un travail. Le baron était pâle et réfléchissait à la manière de se sortir de cette situation. Le bouffon lui dit qu'il avait le choix, attendre le jugement du roi et répondre de l'empreinte de la renarde, ou dénoncer son jeune frère s'il était vrai que celui-ci avait agi à son insu. Le baron répondit que son frère agissait depuis longtemps de son propre chef et qu'il n'avait ordonné aucun incendie. Il ajouta qu'il était prêt à remettre les clés de l'entrepôt et à livrer les hommes pour qu'ils soient interrogés, mais demanda qu'on lui laisse la face. Le bouffon répondit que la face n'était pas un blason, mais une manière de se comporter, et que celui qui choisissait le feu la nuit perdait la face à la lumière du jour. Il a dit qu'il ne ferait pas couper le baron sur la place, car la cloche avait sonné différemment aujourd'hui. Il a proposé au baron de rester et d'attendre le scribe, et à son jeune frère de se lier les mains avec un ruban blanc et de s'asseoir près de l'estrade. Le frère a tenté de s'enfuir, mais Anna a bloqué la sortie étroite avec ses chevaux, Silan a tiré sur la corde, et le son de la cloche a stoppé la fuite, comme l'eau stoppe le sable. Le jeune frère s'assit. Il dit doucement qu'il ne pensait pas que la lettre se retrouverait par hasard au mauvais endroit. Il dit qu'il avait confié le colis à une marchande qui avait mélangé les foulards. Agatha comprit que son achat quotidien avait changé le cours de la journée. Mais ce n'était pas un hasard. Le bouffon avait vu les rubans blancs à l'avance, Youssouf avait acheté les dettes à l'avance, Ilia avait fabriqué les coins à l'avance, et Silan tenait la corde à l'avance. Leur choix s'était aligné. La nuit est tombée rapidement, mais il n'y avait pas de feu. Les flammes qu'ils avaient préparées sont restées sous forme de charbon dans une fosse humide. Les gens sont rentrés chez eux, mais beaucoup sont restés sur la place. Le bouffon a retiré son bonnet et l'a posé sur le bord de la Seine, comme pour toujours. Il n'a pas demandé de pièces. Il a dit que le moment était venu de démêler les nœuds. Il a demandé à Youssouf d'ouvrir le livre et de lire les noms. Youssouf lisait calmement. Il nommait les débiteurs, puis déclarait que chaque nom était désormais assorti d'une nouvelle mention, l'accord pour travailler à la consolidation du mur
et pour une mesure honnête du grain. Il a dit qu'à partir de ce jour, personne ne contesterait plus la longueur, car Ilia installerait demain un banc en bois pour les mesures et y insérerait une barre en fer afin qu'il y ait moins de disputes et plus de mesures. Les gens écoutaient et pensaient qu'une chose aussi simple pouvait empêcher beaucoup de cris. Agatha se tenait près de l'estrade et tenait un foulard. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ne cachait pas son coin de cuivre, elle ne pleurait pas. Elle se souvint de cette nuit au bord de la rivière, lorsque celui qui était maintenant devenu chef avait dit qu'il ne savait pas parler, mais qu'il savait encaisser les coups. Elle pensait que la vie lui avait infligé tous les coups possibles. Elle n'exigeait pas de mots d'amour et ne demandait rien pour elle-même. Elle se tenait simplement à côté, car elle comprenait désormais pourquoi son fils tenait le fer comme il le tenait. Le bouffon s'approcha d'elle, mais ne la toucha pas. Il dit qu'il ne pouvait plus être un masque. Il ajouta qu'il partirait le lendemain matin, car des affaires l'attendaient dans la capitale. Il demanda si Ilia pouvait venir le lendemain près du mur nord et lui montrer comment il installerait la chaise longue pour les mesures. Ilia acquiesça. Le bouffon dit qu'il avait dans sa cour un garçon comme lui, qui voyait l'arbre et pas seulement la planche, et que l'on avait besoin de telle personne. Il ne fit pas de grands discours sur le sang. Il murmura à peine que l'os reconnaît l'os sans crier. Cela suffit. Youssouf s'approcha de Silan et lui mit un gant en cuir à la main pour que le frottement de la corde ne lui écorche pas la peau. Il le remercia, comme on remercie un soldat dans les rangs, sans s'incliner, mais avec compréhension. Il dit qu'il lui achèterait le meilleur suif pour graisser les nœuds. Silan sourit comme un enfant et répondit que cela lui serait utile. Les gens qui se moquaient de sa boiterie baissèrent la tête. Ils s'approchèrent et lui apportèrent un morceau de viande fumée et un tonneau d'eau. Le lendemain, les enfants cessèrent de grimacer en imitant sa démarche, car leurs pères leur dirent que cette démarche avait tenu toute la ville aujourd'hui. Anna ramena les mérinos à l'écurie et leur caressa le cou. Elle n'attendait pas de félicitations. Mais le palefrenier du chevalier s'approcha d'elle. Il lui dit que son escouade serait vide sans quelqu'un qui voie le chemin. Anna répondit qu'elle ne savait pas bien parler, mais qu'elle savait tenir les rênes et comprendre quand un cheval avait peur. Le palefrenier répondit que cela suffisait. Le bouffon les entendit et remarqua qu'il était rare de trouver des filles avec un tel talent. Il annonça qu'il écrirait le lendemain matin une note au capitaine de la garde municipale pour qu'Anna soit engagée comme guide. Il ajouta que n'importe qui pouvait retirer son masque s'il avait une raison valable de le faire. Anna acquiesça. Elle ne discuta pas. Elle savait que sa vie changeait non pas grâce à la chance, mais parce qu'elle avait mis le cheval au bon endroit au bon moment. Le baron et son jeune frère furent laissés en détention à la porte de la ville. Pendant la nuit, le scribe de la milice, qui vivait près du moulin, vint les voir et leur dit qu'il avait vu le jeune frère apposer le sceau du renard sur les lettres. Il n'avait rien dit pendant la journée, car il avait peur de perdre son emploi et sa maison. Il avoua qu'il avait agi sous la contrainte. Le bouffon dit que la maison n'avait plus de valeur que l'honneur jusqu'à ce que la cloche sonne le glas. Il ajouta qu'il rédigerait la confession le lendemain matin et l'enverrait avec le baron à la capitale. Il ne souriait pas. Il faisait simplement ce qu'il estimait être son devoir. Ilia s'endormit sur un banc dans la boutique de Youssouf. Agatha était assise à côté de lui. Youssouf leur apporta un manteau chaud. Il dit qu'il connaissait le prix de l'air nocturne. Il ajouta qu'il n'aimait pas le froid. Agatha le remercia et lui demanda pourquoi il avait risqué son argent pour des inconnus. Youssouf répondit qu'une fois, loin de là, il avait déjà vu un marché brûlé. Il dit qu'après l'incendie, les gens se disputaient longtemps au sujet du prix de la farine et que cela détruisait les villes plus que n'importe quelle guerre. Il ajouta qu'il était plus avantageux d'aider avant l'incendie que de compter les centimes après. Agatha comprit qu'il n'était pas un saint, mais que son raisonnement était plus honnête que les prières des autres.
Elle lui dit qu'elle ne remerciait pas son portefeuille, mais sa tête, car c'était elle qui avait empêché le malheur. Youssouf acquiesça. Il n'était pas habitué aux compliments et ne les recherchait pas. Le matin était sec. Les gens se dispersèrent, certains vers les champs, d'autres vers les murs. Ilia et Anna se tenaient déjà près du mur nord. Ilia tira la corde, marqua la distance avec son épaule et enfonça le premier coin. Anna tenait un mélange d'argile pour boucher les fissures. Silan leur tendit une corde. Youssef apporta une règle graduée qu'il avait taillée pendant la nuit. Le bouffon arriva plus tard. Il marchait sans bruit, vêtu d'une simple cape grise. Il ne portait plus de clochette. Il regardait ce que faisaient ses gens, ses proches et les étrangers. Il se dit qu'il n'avait plus rien à faire ici, car il y avait désormais une tâche à accomplir sans lui. Il s'approcha d'Agatha et lui dit qu'il partait. Il ajouta qu'il ne demandait rien. Agatha répondit qu'elle ne lui donnait rien, si ce n'est un regard dépourvu de pitié exigeante ou d'enthousiasme vide. Elle dit que s'il revenait un jour, il y aurait du pain pour lui. Il acquiesça. Il se tourna vers Ilia et lui dit que s'il décidait de venir dans la capitale, il devait apporter cette barre de fer avec lui, car elle représentait son nom mieux que n'importe quel mot. Il ajouta que le nom d'un homme était ce qu'il faisait de ses mains. Youssouf étala les morceaux de papier déchirés devant les gens sur la place. Il dit que tous ceux qui voyaient leur nom pouvaient prendre ce morceau de papier et le jeter dans l'eau. Il ajouta qu'il valait mieux rendre ses dettes à la rivière qu'au feu. Les gens s'approchaient et jetaient les morceaux de papier. Certains le faisaient rapidement, d'autres lentement. Certains ne trouvaient pas leur nom et se plaignaient. Youssouf expliquait que toutes les dettes ne pouvaient pas être effacées immédiatement, sinon personne ne travaillerait. Il le disait calmement. Le bouffon écoutait et comprenait que sa tâche du jour était de mettre de l'ordre dans les esprits. Il se dit que c'était plus difficile que n'importe quelle bataille. Le baron et son frère furent emmenés sous escorte. Le scribe portait un rouleau devant eux. Le bouffon marchait à côté, mais légèrement à l'écart. Il ne voulait pas mener ceux qui tombaient devant tout le monde. Il estimait que le chemin vers le tribunal devait être silencieux. À la sortie de la ville, les gens ne jetaient pas de pierres. Ils regardaient simplement. Il se souvenait qu'il était possible de contenir le feu sans lame, à condition de tenir fermement les cordes et les têtes. Le soir venu, la foire reprit son cours normal. Les enfants criaient devant les étals, les femmes se disputaient au sujet de la mesure de lin, les hommes transportaient des tonneaux. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Personne ne se précipitait pour lever les mains. Anna se tenait à la porte et regardait la voie ferrée. On l'avait mise en charge de surveiller la sortie, comme l'avait promis le bouffon. Youssouf ouvrit sa tente et vendit à Ilia du fer moins cher que d'habitude. Ilia dit qu'il rembourserait la différence en travaillant. Youssouf répondit qu'il comptait bien là-dessus. Le soir, avant de partir, le bouffon est remonté sur l'estrade, mais pas pour faire son numéro. Il a dit qu'il voulait dire quelques mots, sans fioriture. Il a rappelé que le masque ne cache pas toujours un lâche. Parfois, il aide à atteindre un but temporairement. Il a ajouté que celui qui a l'habitude de se cacher derrière les noms des autres finit tôt ou tard par tomber dans le piège de ses propres paroles. Il a dit que la justice n'est pas le tonnerre, mais la cohérence. Il a demandé aux gens de faire preuve de modération, non seulement dans leurs actes, mais aussi dans leurs cris. Les gens l'écoutaient comme un maître qui donne les règles d'utilisation d'une machine. Agatha rentra chez elle, ôta son foulard gris et le posa sur la table. Le coin en cuivre était posé à côté de la clé que Skomorok lui avait laissée pour le moment. Elle ne savait pas s'il le reprendrait ou le laisserait. Elle ne savait qu'une chose. Ce coin avait été pendant de nombreuses années une épine dans sa mémoire et n'était plus désormais qu'un simple morceau de métal. Il avait cessé de lui faire mal.
Elle se sentit soulagée. Elle se dit que le jour suivant, à la foire, elle achèterait une nouvelle cruche et regarderait à l'intérieur, comme toujours, mais sans crainte cette fois. Elle entendait dans sa tête le son lointain et apaisant d'une cloche. Ce n'était pas un signal d'alarme, mais le moment de vivre. Ilia sortit sa planche pendant la nuit et y grava de courtes entailles. Il avait trouvé un moyen de régler le différend sans parole. Il se dit que s'il se rendait un jour dans la capitale, il n'emporterait pas ce morceau de fer, mais ce qu'il avait appris à faire, arrêter la barrière sans effusion de sang, retenir la foule sans crier, rembourser sa dette, non pas avec de l'argent, mais avec son travail. Il pensa que c'était là son sang. Il ne ressentit ni fierté, ni peur. Il ressentit un poids tranquille, comme celui d'un morceau de fer dans la main, qui sait déjà qu'il deviendra un coin. Le matin, Silon monta dans le clocher et passa la main sur la corde. Il sentit un nouveau gant dans sa paume. Il sourit et dit dans le vide que désormais ses mains ne lui feraient plus mal. Il tira légèrement et le son fut régulier, sans résonance. Il savait que désormais, les enfants le regarderaient différemment. Il ne s'attendait pas à ce qu'il commence soudainement à le respecter. Il faisait simplement son travail. Youssouf était déjà en train d'emballer la marchandise. Il dit à son assistant qu'il resterait encore un jour, car il voulait voir Ilia installer la chaise longue. Il ajouta qu'il était utile pour lui de regarder ceux qui travaillèrent de leurs mains, afin de se rappeler pour qui il comptait les chiffres. Il sourit. Il n'était pas satisfait d'avoir fait des économies, mais d'avoir évité le pire. Pour lui, c'était le meilleur profit. La foule sur la place s'agita dans la soirée, car la nouvelle était tombée. Sur la route menant à la capitale, les gardes avaient mis pris possession des clés et du sceau du baron pour les mettre en sécurité. Cela signifiait que le procès aurait bien lieu. Les gens ne se réjouissaient pas, mais ne se disputaient pas non plus. Ils se contentaient de se saluer d'un signe de tête, comme des constructeurs qui voient qu'une nouvelle poutre est bien posée. Le bouffon était déjà parti à ce moment-là. Il ne s'était pas retourné. Il savait que le masque était tombé, et c'était bien ainsi. Il savait que ses chemins le mèneraient à nouveau à la guerre et au conseil du roi. Mais il savait aussi que dans la ville, près du mur nord, il restait la planche graduée, fabriquée par son fils, et le son de la cloche qui avait sonné, non pas selon l'horaire prévu, mais selon sa conscience. Il considérait cela comme sa véritable récompense. Une journée s'écoula. Le matin, les rires de la foire revinrent, mais ils ne cachèrent pas l'essentiel. Le serviteur de l'église dit qu'il avait vu un jeune homme debout près du mur, mesurant l'horizon. Il lui demanda pourquoi il mesurait l'horizon. Le jeune homme répondit que c'était ainsi qu'il comprenait où son travail s'arrêtait et où le chemin de quelqu'un d'autre commençait. Le serviteur fut troublé et s'en alla. Cette réponse était simple. Elle plaisait à ceux qui n'aimaient pas les paroles vides de sens. Et c'est ainsi qu'une simple journée de foire, qui avait commencé dans le bruit et l'agitation familiale, s'est transformée en inquiétude, puis s'est terminée dans la clarté. Le masque du bouffon n'était pas un jouet, mais un instrument. La parenté cachée n'était pas un miracle venu de nulle part, car elle avait été préparée par de petites choses, un coin en cuivre, l'habitude de regarder les mains, un regard qui reconnaît les racines. Le bienfaiteur inattendu n'était pas tombé du ciel, mais était venu avec une bourse et une tête qui avaient calculé que l'ordre était plus profitable que le feu. Le talent caché d'une simple fille a contourné le statut et a sorti les gens d'une situation difficile. Le sonneur sous-estimé est devenu celui qui a changé le cours des choses sans épée. L'achat banal d'une cruche s'est transformé en une menace pour un acte. Mais dans cette menace, il y avait aussi une solution, car les gens ont choisi de ne pas crier, mais d'agir. Et c'est ce qui s'est passé. La justice finale n'est pas tombée du ciel, elle n'a pas été apportée dans un sac, elle est venue du fait que chacun tenait sa corde, son coin, son cheval, son livre.
La cloche a sonné une fois, 2 fois, 3 fois, comme prévu. Et l'air est redevenu normal, comme après une tempête, quand personne n'est fier, mais que beaucoup se taisent avec un soulagement discret.